Bonjour à tous, nouveau CQFR, le CQFR de la consécration pour les fans des Celtics et pour leur équipe. Boston est officiellement champion NBA. Alors tous ceux qui nous reprochent de spoiler, là je suis désolé, hein, ça sera dans le titre. Hein. Attends, voilà, préparez-vous mentalement. Oui, oui, dans le titre, il y aura écrit Boston a gagné son 18e titre. Les Celtics ont battu les Mavericks dans le Game 5. Un match assez nettement à l'avantage des Celtics, en tout cas en termes de résultat final, 106-88. Pareil sur la série, ça donne 4-1, victoire en 5 manches. Les Celtics, quelque part, ont confirmé leur domination de la saison régulière. Jalen Brown a été élu MVP. Je vais vous demander à chacun vos impressions sur ce match 5, sur ce Game 5 qui est gagné par les Celtics de quasiment 20 points. Théo, à toi l'honneur. Ok, bah j'y vais. Non, mais j'ai trouvé qu'ils ont gagné ce match comme des champions en fait. Alors c'est peut-être un petit peu un cliché de dire ça, mais limite ce que parfois je pense certains ont pu reprocher à cette équipe de Boston de ne pas être suffisamment dominatrice, même si elle a roulé sur ses playoffs au bout du compte, de pas donner une impression d'armada un petit peu. Là, j'ai trouvé que ça a été le cas dès la première seconde du match. Voilà, je pense de toute façon, ils ont mené tout du long pendant 48 minutes. Ils ont donné le ton tout de suite. Défensivement, le début de match est monstrueux en fait. J'ai trouvé en termes d'implication défensive de la part de Boston. Dans l'exécution, ils perdent. J'ai pas les stats, mais au bout du compte, ils perdent quasiment pas de ballon. Ils ont fait tout ce que Joe Mazzulla, en gros, leur avait demandé de faire. Il y a eu quelques... c'est même pas des baisses de tension, mais elles ont été tellement imperceptibles que derrière, ils sont revenus, ils ont remis des runs systématiquement dans ce match 5. Voilà, une domination sans partage sur ce match qui célèbre, on l'avait dit, hein, de toute façon que si Boston gagnait, ça serait un beau champion. Mais c'est un très beau champion et je trouve limite, je trouve ça bien pour eux, pour l'image qu'ils vont rester, de terminer sur un match comme ça. Peut-être le plus... je sais pas, c'est peut-être le match qui m'a laissé la plus forte impression en fait, de tout leur parcours en playoff, c'est ce match 5 au bout du compte. Ouais, je suis assez d'accord. Le côté défensif, le côté solidité de ce côté-là du terrain, j'ai- il a toujours été présent pour Boston pour moi depuis le début des playoffs, voire depuis le début de la saison. Ils ont encore maintenu les Mavs à 88 points. On parle d'une équipe qui a Luka Doncic, Kyrie Irving et des joueurs très compétents autour. Ça a été une domination du début à la fin sur ce match. Pardon. Et globalement sur la série, à part le dernier match où Dallas a eu l'amabilité de prolonger un peu la série pendant que j'étais pas là pour que je puisse profiter d'un match pour le titre en direct. Euh, je retiens cette force collective sans une superstar unique. On en parlera après, sans doute au moment d'évoquer le trophée d'MVP des finales. C'est une équipe tellement complète et qui avait une forme de pression, tellement tout le monde leur disait que c'était un chemin tout tracé, que c'était hyper facile parce qu'à l'Est, il y avait des joueurs blessés, parce que l'équipe qui sortirait de l'Ouest sortirait d'un champ de bataille. Il faut quand même être là sur le terrain et répondre présent parce qu'il y a déjà eu des équipes par le passé qui étaient censées avoir un parcours facile et qui n'ont pas été au rendez-vous. Donc bravo aux Celtics. Et pour reprendre ce que disait Tatum en cours de série, je pense que le plus difficile commence maintenant parce que alors le plus dur est fait pour leur carrière. C'est magnifique que Tatum et Brown, alors qu'ils entrent dans leur prime, arrivent enfin à valider toutes ces années ensemble où Brad Stevens, enfin où Danny Ainge puis Brad Stevens les ont pas tradés. Mais maintenant, il va falloir confirmer avec tout le monde qui va vouloir leur peau. Il n'y aura pas tout le monde qui aura des joueurs blessés, des équipes qui vont se renforcer. Je suis super excité de les voir, j'espère au complet et sous cette version-là, face à une opposition encore plus forte, parce que là, on a vraiment vu une équipe parmi les plus complètes que j'ai vues de mémoire récente, et parmi les plus efficaces, les plus fortes défensivement. C'est voilà, c'est un très bel accomplissement et c'est un chapitre aussi excitant qui s'ouvre, je trouve, avec cette victoire. Moi, sur le Game 5, je vais noter l'intensité des Celtics. On se demandait comment ils allaient réagir après avoir pris une grosse claque quand même. On avait le sentiment que Dallas avait trouvé des solutions et la réponse, ça a été quelque part alors il y a eu des réponses offensives, il y a eu un ajustement offensif, je trouve, autour de Jrue Holiday que j'ai trouvé très intéressant. A été très impliqué dans plein de pick and roll, de short roll. Il a eu beaucoup de ballons dans le dos de la défense. Il a été excellent. On le disait un peu en off, ça a peut-être été le meilleur joueur de ce Game 5. C'est une idée que je suis prêt à défendre aussi. J'ai trouvé Holiday très impactant en première mi-temps, le moment où justement Boston creuse l'écart finalement et va chercher déjà quelque part son titre, dans le sens où en fait ils ont attaqué le match, ça rejoint à ce que tu disais Théo, comme des champions, dans le sens où ils ont mis une intensité supérieure à ce que les Mavs avaient mis dans le Game 4
et Dallas n'a pas su répondre plus que ça, même s'il y a eu des moments où Dallas était finalement un peu au contact. Mais j'ai trouvé qu'en plus d'avoir mis une forte intensité, les Celtics n'ont pas été extrêmement adroits, mais ils ont été adroits à chaque fois qu'il fallait vraiment un panier, à chaque fois que Dallas essayait de revenir dans un run. J'ai trouvé que c'est le moment où les Celtics ont mis soit un 3 points, soit tout simplement un panier, mais il y a eu une gestion des moments clés que j'ai trouvé très intéressante. Ils ont pris 10 points d'écart en l'espace d'une minute à la fin du premier quart-temps, pardon. C'est-à-dire que Dallas termine le premier quart-temps qu'avec 18 points, mais en fait, il y avait 18-19 ou quelque chose comme ça. Et d'un coup, boum, il y a eu une pression défensive qui amène 2 ou 3 ballons perdus, 2 ou 3 paniers faciles. Il y a eu un 3 points, je crois, et 2 contre-attaques dans l'eau. Et là, d'un coup, les Celtics étaient au contrôle. Ils n'ont jamais cédé ce contrôle. D'ailleurs, ils n'ont jamais été menés dans cette partie. Ensuite, dans le deuxième quart-temps, ça a été quand même plus ou moins serré par moment. Mais pareil, accélération, panier de Peyton Pritchard au buzzer, son deuxième de la série. Il n'a pas mis beaucoup de paniers, lui, dans cette série, mais 2 paniers qui te tuent, puis 21 points d'écart. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a jamais eu le run dans le troisième quart-temps que les Mavericks pouvaient espérer faire. Et Boston était juste au-dessus. Et je pense que c'est le résumé finalement de cette saison, de ces playoffs et de cette finale, c'est que Boston était au-dessus. C'était une équipe qui était au-dessus. Je pense, moi, je vais même avoir du mal quand on va m'évoquer leur parcours. En mode, parce que j'ai envie de dire, non, mais cette équipe, elle était juste au-dessus, quoi. Qu'est-ce que je pense, oui, bien sûr qu'il y aurait eu des. D'ailleurs, on oublie que eux aussi n'étaient pas au complet, hein. Sur 10 matchs dans la conférence Est, il leur manque Kristaps Porzingis et cette équipe est pas du tout la même avec Kristaps Porzingis, elle est encore plus forte. Et même sur ces finales, Kristaps Porzingis, ils l'ont eu que sur des bouts de match. Je trouve que cette équipe des Celtics était de loin la meilleure cette saison. Et bah ouais, la meilleure équipe a été sacrée. Ouais, non, mais c'est ça, et je suis d'accord sur ce que tu dis sur la domination dans ce match, notamment dans l'intensité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dallas aurait pu espérer revenir, et en fait, systématiquement à ce moment-là, Boston a haussé à nouveau son niveau d'intensité, même à plus 20. C'était les Celtics qui étaient les premiers sur les ballons perdus, ils sont allés chercher des rebonds offensifs, même quand ils étaient à plus 20. Et j'ai l'impression qu'ils ont. Les moments où Dallas aurait peut-être pu. Vraiment, il y a 2 moments où Dallas aurait pu raccrocher le score en partie. C'est-à-dire réduire l'écart, revenir à moins 12, moins 10. Il y a même un moment où ils ont un ballon pour revenir à moins 7. Et en fait, Boston, par son intensité, a épuisé Dallas. Il y a un moment même, Dallas, tu sens franchement à partir de la moitié quasiment du troisième quart-temps, il reste beaucoup de temps. Tu sens moi j'ai senti qu'il baissait les bras, hein. Et les stars en premier, et Luka Doncic, à un moment où il a une espèce de contre-attaque, il la joue limite à 2 à l'heure, il prend un peu le contact, il rate le tir. Tu sens qu'il... Les Mavs y croient plus du tout à ce moment-là, et c'est parce que Boston a imposé cette intensité. Alors il y a le début de match, il est fantastique, hein. Franchement, le début de match du côté de Boston, je trouvais fantastique d'un point de vue intensité défensive. Il y a des moments où ils ont baissé un petit peu de ton, c'est normal sur 48 minutes, mais à chaque fois qu'il y a eu des moments forts qu'il fallait resserrer, ils l'ont fait. Et les fins de carton, ils ont été excellents dans toutes les fins de carton, et on sait que c'est des moments très forts en fait, les fins de carton. Encore une fois, le panier de Peyton Pritchard, il est évitable, hein. Il est évitable. C'est pas un hasard en plus, hein. Encore une fois, c'est pas une prière, c'est un vrai shoot. Et pareil, ils ont mis du temps à fermer sur lui. Enfin, j'ai pas compris le. Il est important, hein, t'as raison. Tu sais qu'il va le prendre. Il est important son tir. Et ce qui se passe, que j'ai remis plusieurs fois l'action, c'est Luka Doncic qui est dégoûté de rater son lancer franc, qui commence à repartir la tête basse un petit peu en étant concentré sur son lancer franc raté. En fait, Peyton Pritchard, c'est à lui de venir sur la rotation. C'est à lui de venir au moins, ne serait-ce que contester. C'est un tir ultra dur. Tu viens, tu lèves le bras, je sais pas, tu dois diminuer ses chances de le mettre de moitié au moins, quoi, quasiment. Et bon, au final, il gagne de quasiment 20. Donc tu peux pas dire que c'est le point qui a été déterminant. Mais systématiquement, les fins de carton, ces moments chauds, comme tu disais, Antoine, c'est Boston qui a remis la main sur le match avec une assurance que j'ai trouvé vraiment impressionnante, parce que voilà, c'est vrai qu'une des grosses critiques finalement de ce groupe, c'était de se dire ouais, mais par le passé ils ont pas su aller au bout, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en eux? Là tu sentais qu'il y avait une assurance et une détermination que j'avais rarement vue peut-être pour cette équipe. Et collectivement, il y avait 2 classes d'écart. Enfin, c'est-à-dire qu'on a parlé de la répartition des talents avec Luka et Kyrie d'un côté et les joueurs des Celtics. Là, collectivement, dans l'expression, dans la manière de défendre, la manière d'attaquer, la manière d'avoir ses temps forts en fin de carton à chaque fois, comme ce que tu évoquais là, il y avait une classe d'écart assez nette, et ça, elle peut s'expliquer aussi parce que les Mavs ont aussi eu des joueurs
qui n'avaient pas forcément cette expérience des grands rendez-vous, à part Luka et pas en NBA, et Kyrie. J'ai trouvé vraiment, c'est pour ça que ça peut paraître simpliste de dire c'est la meilleure équipe qui a gagné, mais c'est pas toujours le cas. Là, Ouais, c'est vrai. d'habitude, on se dit souvent l'équipe, c'est un peu ton théorème, Antoine, que tu reprends, c'est l'équipe qui a un top 5, un des 5 meilleurs joueurs du monde qui va gagner. Là, même après ces finales, je suis pas sûr qu'on puisse dire que Tatum ou Brown fasse partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Doncic fait sans doute partie des 5 meilleurs joueurs du monde, mais collectivement, je sais pas. En fait, il faudrait se replonger un peu sur les collectifs, les équipes en elles-mêmes. Il faut peut-être remonter aux Spurs pour avoir des collectifs aussi complets, aussi capables d'être aussi performants en attaque et aussi forts en défense en même temps. Parce que je répète, cette défense, quand tu as Jrue Holiday, quand tes deux meilleurs joueurs sont capables de défendre très fort, tu as Tatum et Brown, quand ton vétéran de l'équipe, alors Ford, il est aussi capable de défendre efficacement. Derrick White, j'en parle même pas, le mec, il va contrer des mecs au cercle alors qu'il ne paye pas spécialement de mine. Je trouve ça fort, et je pense que Joe Mazzulla a réussi à cette fois tirer le maximum de l'équipe. Lui aussi, il apprenait l'année dernière, il a commis des erreurs sans doute dans peut-être la communication avec son groupe, dans les choix qu'il faisait. Là, il y a tout qui a été... il a vraiment tiré le maximum collectivement de cette équipe. Voilà. Ouais, Ouais, je suis... pardon, Vas-y, vas-y, non, Antoine. vas-y Théo, vas-y, Non, vas-y. je vais juste rebondir sur quelque chose que disait Shai sur le fait que c'était la meilleure équipe. Autant dans les matchs 2 et 3, je me disais que Dallas pouvait et allait avoir des regrets en regardant la vidéo, parce qu'il y avait, je pense, quand même l'opportunité de peut-être d'aller prendre un de ces deux matchs-là. Autant sur celui-là, limite, t'es le coach, t'as pas de regrets, quoi. Qu'est-ce que tu vas regarder de ce match-là, quoi? Boston était tellement au-dessus dans tous les secteurs du jeu. Sur ce match-là, je pense pas, c'est pas Dallas qui a laissé, qui a laissé passer une occasion. C'est Boston qui était juste trop fort sur ce match-là. Pour moi, il y a pas photo, effectivement. Ouais, moi, j'allais revenir sur le fait, bah ouais, moi je suis d'accord, je pense que ni Tatum ni Brown ne font partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Je pense que Tatum est plus autour de 7, 8, des fois fin de top 10. Il y en a qui vont le rapprocher du top 5 selon les appréciations, parce que de toute façon, entre 5 et 10, généralement, c'est juste une question d'appréciation qu'on a sur le joueur. Par contre, les Celtics, il y a quand même quelque chose qui compense, c'est que je pense qu'ils ont, allez, à vue d'œil, 5 des 40 meilleurs joueurs de la ligue, quoi. Et cette puissance dans la rotation, la manière dont Joe Mazzulla les a fait jouer, la manière dont les coachs avant Joe Mazzulla les ont fait jouer, l'intelligence individuelle de chacun de ces mecs-là et l'intelligence collective de ces mecs-là font que ça te donne une équipe qui, sans avoir l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, mais tout en ayant un joueur qui est pas loin, ou en tout cas qui est dans le top 10, et un autre qui doit être aux portes du top 10, plus encore un Porzingis qui est peut-être dans le top 25, et White et Holiday qui sont certainement eux aussi très proches de ce top 25. Pareil, là, ça devient selon les appréciations, selon les rôles, selon les années. Tu as une équipe qui est... Ça rejoint un article que tu es en train, que tu as ou que tu vas écrire pour Basket Session. Cette équipe a été incroyablement construite. Honnêtement, les deux coups des Celtics pendant la dernière intersaison, que ce soit Porzingis puis ensuite Jrue Holiday, franchement, chapeau. En fait, tu as pris le risque de modifier une équipe qui était quand même toujours sur une bonne dynamique mais sans jamais gagner, de lâcher un de ses leaders historiques de vestiaire avec Marcus Smart, en prenant le risque de faire venir Porzingis, qui est un joueur souvent blessé. Alors je dis prendre le risque, parce que voilà, c'est un joueur qui est souvent blessé. Tu as aussi lâché Grant Williams, justement, à Dallas, qui ensuite a donné PJ Washington, qui était un joueur apprécié dans le groupe, même si un peu particulier. Et derrière, ouais, tu te retrouves avec cette équipe... en fait, au final, toute la la construction, elle est construction est incroyable. magnifique, quoi. Bah, Personne peut reprocher, tu vois, par exemple, quand Kevin Durant est allé aux Warriors, on a d'un coup oublié que les Warriors, c'était d'abord très, très bien construit autour de Curry et Klay Thompson. C'était juste, c'est cheaté, j'ai ce terme très français, c'est cheaté, avec paradoxalement un mot anglais. Et là, les Celtics, juste chapeau à eux, en fait. Les moves qu'ils ont fait, il y a d'autres équipes qui auraient pu les faire. et puis Ils ont juste on peut été très remonter. intelligents. On peut même remonter à plus loin, en fait. Juste déjà le fait d'avoir opté pour la stabilité alors que ça a changé de dirigeant. Brad Stevens a remplacé Danny Ainge, ça a changé de coach. Et entre Stevens justement, puis Udoka, puis le problème qu'il y a eu avec Udoka, le fait que Mazzulla ça a été une surprise aussi de voir Mazzulla être d'abord nommé puis maintenu. Et puis même si tu prends le move qui a permis de faire Jaylen Brown et Jason Tatum, c'est
Les pics des C'est Nets. les pics des Nets. Donc en envoyant Paul Pierce et Kevin Garnett qui ont fait gagner le dernier titre aux Celtics, ils ont réussi à prendre les 2 mecs qui ont été au cœur du titre suivant. Donc c'est assez fou. Et là, tous les deals dont tu parlais, et on peut même reprendre jusqu'à Derrick White, enfin Derrick White qui est absolument crucial dans l'équipe. Ils l'ont fait venir pour moi, ce qui est une bouchée de pain, c'est-à-dire Josh Richardson, ton gars Romeo Langford qui a un peu disparu, un premier tour 2022 qui est devenu. Alors sur le coup, tu te dis, un premier tour 2022, c'est devenu Blake Wesley à San Antonio, c'est anecdotique. Et un pick swap en 2028, tu fais Derrick White, qui est un joueur absolument parfait pour n'importe quelle équipe aujourd'hui. Et là, les 2 trades dont tu parlais, moi, je les trouvais risqués sur le coup. Pas Jrue Holiday, parce que c'était, je pense que c'était impossible de dire que c'était pas un bon move sur le coup. Porzingis, j'avais plus de doutes. Surtout que dans le deal, tu perdais Marcus Smart. Au final, tout a été magnifiquement fait et c'est logique que Brad Stevens soit le GM de la saison. Et voilà, on peut remonter à plein de trucs. Tous les joueurs qui sont là aujourd'hui ont été recrutés de manière intelligente. Ils ont surpayé pour rien du tout. Et même tous les choix au sein du coaching staff, tout ça a été parfaitement, tout ça s'est parfaitement exécuté. Et pour finir, ça montre encore que la continuité paye aussi en NBA. On a eu une époque où chacun essaie d'avoir sa super team, de faire des moves rapides et impactants. Alors, ils en ont fait, mais les moves sur le long terme, c'est ça qui a payé. Denver a misé sur la continuité avec un duo Jokic-Murray en gardant le même coach pendant 7-8 ans. Et là, la continuité paye pour Boston. Et moi, je trouve que c'est inspirant et c'est un modèle qui me plaît bien. Après, c'est très personnel. Je dis pas que je serais dégoûté qu'une équipe qui se forme vite gagne le titre. Ce sera mérité aussi. Mais j'aime bien ce modèle cette construction-là aussi. C'est Ouais, vrai que la ouais, non, mais construction vas-y, vas-y. ouais, a vraiment été très belle pour Porzingis. Simplement, je pense que quand même, parce que moi j'avais bien aimé ce trade dès le départ. Il y avait quand même, je pense que parfois l'aspect affectif avait pris peut-être un peu le dessus dans l'évaluation de Marcus Smart. Je pense que voilà, en fait, je dis pas que c'était pas un maillon important de cette équipe de Boston, mais en fait, Porzingis, l'upside qu'il pouvait t'apporter, le gap, le bond en avant qu'il pouvait te permettre de franchir, c'est exactement ce qui s'est passé tout au long de la saison. Effectivement, pour moi, le risque potentiel, c'était peut-être plus autour de la blessure, parce que dans le même temps, tu perdais Robert Williams. Donc là, tu n'avais plus forcément de garantie à l'intérieur. Au bout du compte, Porzingis, je pense qu'il a apporté ce qu'on pouvait logiquement espérer qu'il apporte. Moi, j'ai pas été surpris en fait de son adaptation au jeu des Celtics, ni à ce qui leur a permis l'espèce de niveau supplémentaire auquel il leur a permis d'accéder. Et pour la suite, ce que je trouve vraiment intéressant, parce que souvent on se dit que une fois qu'une équipe a été championne, elle est encore meilleure quelque part, surtout quand elle est aussi jeune que celle-ci. Jeune, alors c'est pas l'équipe la plus jeune de la ligue, mais finalement toutes leurs stars sont encore assez jeunes pour espérer progresser. C'est que maintenant, et je pense que c'est le message de Mazzulla en fait, c'est que ils ont vu qu'en respectant leurs projets et leurs principes, ça payait en fait. Et donc logiquement, la logique pour la suite, c'est que ça devrait leur donner comment dire, confiance et enlever tous ces doutes qui n'ont pas arrêté d'entourer cette équipe depuis qu'elle a été construite sur on peut bâtir autour de ce duo-là. Est-ce que Jason Tatum, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est surcoté, est-ce qu'il est sous-coté, est-ce que voilà, tu peux la solution, c'est de prendre autant de tirs à 3 points. Toutes ces questions un petit peu qui ont mis du doute autour des performances de Boston toutes ces années même carrément. Je pense que maintenant ça doit se dissiper un petit peu, et l'an prochain, je dis pas que Boston va rouler sur la saison régulière comme elle l'a fait, comme cette équipe l'a fait aujourd'hui, mais je pense que ça devrait quand même leur permettre voilà, d'être encore plus sûr de leur choix et de dissiper un petit peu aussi toutes ces... J'espère que c'est la fin aussi des polémiques de qui... Est-ce que c'est l'équipe de Tatum, est-ce que c'est l'équipe de Brown? J'espère que là, pour le coup, les comment dire, les first take et autres vont trouver d'autres sujets à exploiter que cette fibre-là. Moi, je le vois déjà venir, par contre, ça. Parce qu'il y aura une aussi intéressante. Jalen Brown a été nommé MVP des finales. C'est mérité. C'était le plus régulier, je pense, sur la série. C'est lui qui a défendu sur Luka Doncic. Ça peut nous permettre de parler de Tatum et Brown, leur duo, parce que ça rejoint la continuité, le fait que justement ils n'ont pas cassé ce duo alors qu'ils en avaient l'occasion. Comme tu as dit Théo, ça dissipe les doutes. Et dans le même temps, tu peux te demander, maintenant qu'ils sont champions, est-ce qu'il y en a un et je pense à Tatum, qui sera tenté de lui aussi aller chercher sa gloire personnelle,
un trophée de MVP, un autre trophée de MVP des finales, ça sera des questions. Alors peut-être ce sera des fausses questions, mais si on rejoint juste l'aspect first take, ça sera peut-être des questions pour les first take. Mais on peut déjà revenir sur le titre du MVP des finales. Évidemment, fallait nommer un MVP. Tu peux pas vraiment en nommer deux. Et c'est, je pense, assez logique que ce soit Jaylen Brown, même si pour le coup, je vais vous donner une stat, c'est la première fois qu'un joueur de l'équipe championne termine meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe en playoff sans être nommé MVP. Et je pourrais même ajouter que Tatum, il n'a pas juste été meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe en playoff, il a été aussi meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe sur ses finales. Par exemple, c'est vrai qu'on a noté sa maladresse, mais au final, c'est quand même lui qui a mis le plus de points, qui termine meilleur marqueur. C'est lui qui prend le plus de tirs, hein, ça aide. Mais voilà, il fait quand même des finales. Je pense que son adresse est un petit trompe-l'œil sur ses finales. J'ai l'impression que Jason Tatum a quand même fait des très bonnes finales, à l'exception d'un match où je l'ai trouvé particulièrement mauvais, c'est le Game 4, où il termine d'ailleurs meilleur marqueur de son équipe. Hein. C'est le seul qui met 15 points sur ce match-là, mais je l'ai trouvé vraiment mauvais. On trouvait qu'il forçait, je trouvais qu'il s'agaçait, etc. Mais sur l'ensemble de ses finales, il fait des bonnes finales. Tout ça pour dire qu'il fallait quand même en retenir qu'un, et c'est Jaylen Brown. Mais je veux dire, c'est tout à son honneur et c'est aussi ce qu'on a mis à son crédit pendant tous les playoffs, malgré la maladresse d'avoir réussi à impacter sur les autres secteurs de jeu. En playmaking, il a vraiment passé un cap. Sur la défense, j'ai trouvé excellent. Enfin, je ne sais pas trop qu'il avait forcé. Là, sur les finales en particulier, Brown a été tellement régulier, même depuis le début des playoffs, en plus d'avoir été décisif, c'est-à-dire qu'il les sort de la galère une fois ou deux quand même avec des paniers très importants. Et tu vois, tu disais on peut pas le donner à deux joueurs. Ça m'aurait pas choqué qu'il y ait un co-trophée de MVP, surtout avec l'histoire entre les deux, ils sont indissociables là, dans la manière dont s'est formée cette équipe et dans la manière dont elle a fini par gagner. Ça m'aurait pas choqué. Par contre, je pense que si j'avais eu un vote et qu'il fallait voter, je pense aussi que j'aurais voté Brown parce que c'est constant, c'est régulier, c'est fiable. Il shoot pas bien sur le dernier match, mais en dehors de ça, il est encore très très impactant. Et Tatum fait des bonnes finales globalement aussi. C'est pas alors c'est un sport d'adresse, mais c'est pas qu'un sport d'adresse, c'est un sport où il faut aussi être impactant dans d'autres secteurs de jeu. Et là, Tatum fait 11 passes cette nuit. Ouais. Sur d'autres matchs de la série, il a été très très bon à la passe aussi, très bon en défense. Donc voilà, t'as raison, je suis pas du tout. Je pense que j'aurais voté Brown. Ça aurait été Tatum, je me serais dit le joueur le plus. Après, quelle est la définition quoi? Le joueur le plus clinquant, le joueur le plus marquant, représentatif de l'équipe, ou productif peut-être, du coup, parce qu'avec les stats que tu as énoncés, ça m'aurait pas choqué non plus. Je pense pas que dans 10 ans, on regarde, on se dise, comme on fait parfois avec Curry sur les finales 2015, ah mais comment c'est possible que ce soit Iguodala qui ait gagné et pas Curry? Ouais, je suis Ça, on d'accord. se l'était déjà dit dans la seconde où Iguodala Ouais. était élu MVP. C'est ça. Ça, je pense pas qu'on se le redira après, on se dira que c'était serré, mais bon, et ça dépendra aussi de la suite des aventures des Celtics. Tu vois, si c'est la seule fois qu'ils vont en finale et que sur ces seules finales-là, c'est Jaylen Brown qui a gagné, je vois pas de guerre, enfin pas de guerre d'ego, parce que ça y est, c'est consommé, ils ont appris à jouer ensemble sans être forcément les meilleurs amis du monde, mais vu leur âge, je veux dire, là, ils entrent dans leur prime, ils ont 26, 27. Tu prends dans les autres joueurs de l'équipe, Derrick White, 29. Je pense qu'ils sont assez, et ils l'ont assez répété pendant tous les playoffs et toute la saison, ils sont concentrés sur le but commun. Et le but commun, c'est de ne pas s'arrêter à une seule victoire, parce qu'ils ont un paysage à l'Est qui est, à mon sens, relativement dégagé. Il y a des équipes qui vont arriver bien plus armées. Je pense que les Bucks ne vont pas pouvoir se permettre de refaire deux fois la même saison. Les Sixers vont aussi espérer. Il y a d'autres équipes qui sont en attente, mais ils ont quand même une marge sur le reste. Et je pense qu'ils auront l'opportunité de retourner en finale. Ça me paraît évident, vu leur âge et vu le niveau de l'équipe. Donc là, ce sera curieux de voir leur dynamique, mais j'imagine pas. Je me dis pas, tiens, est-ce que Brown ou Tatum va vouloir. Je me le suis dit à un moment. Je me le suis dit pour Jaylen Brown, par exemple. Sauf qu'il a lui aussi beaucoup changé d'approche, je trouve. Il suffit de le voir quand il y a le micro devant lui. Il est très fermé, on va dire, très minimaliste dans les propos. Il va à l'essentiel, alors qu'avant, c'était quelqu'un, je trouve, de plutôt disserte, on va dire. Il n'hésitait pas à parler de tout et de rien. Là, je le sens très focus et je pense que ça va s'étendre aux autres saisons. Donc, je vois pas de problème d'ego se dessiner pour la suite, en tout cas. Mais moi, au bout du compte, j'ai jamais senti de problème d'ego entre deux. Ouais. Honnêtement, je peux même pas citer un seul exemple. Non, c'était un manque de considération. Je pense que Brown a senti un petit manque de considération à un moment, du genre, c'est moi le plus régulier et efficace, mais les Celtics mettent plus en avant Tatum. Je l'ai senti à un moment.
Mais de la part de qui en fait? Parce que lui, ils lui ont filé le plus gros contrat de l'histoire de la Ouais, mais ligue. Tu vois ce que je veux dire? avant ça, Ouais, mais justement, je pense que moi même j'ai l'impression- c'est médiatiquement aussi qu'il a senti ça, je pense. médiatiquement, je suis d'accord, mais j'ai pas le sentiment particulièrement que ça soit venu de Mm. boss des Celtics en eux-mêmes en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est l'espèce enfin ouais, de discours médiatique qui a été fait Ouais. autour d'eux quasiment depuis le début, mais je sais pas. En tout cas, pour l'avenir, moi, je suis plutôt confiant. Franchement, ils ont gagné. Ils sont quand même en pleine maturité. Ils ont pas 21 ans, là. Mm. Ils ont vu, je pense qu'ils ont conscience enfin, que leur succès, c'est un succès collectif et c'est leur succès à eux deux. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Jalen Brown, tout de suite, il a parlé il a dit ça, il a parlé de l'équipe quand on lui a remis son Mm. trophée. Et derrière, il a parlé de Jason Tatum. J'ai trouvé que ça faisait sincère. Je pense qu'il a bien fait de le faire aussi parce que voilà, c'est mérité. Ils auraient pu être tous les deux MVP, honnêtement. Si c'était possible, ça aurait été mérité parce que finalement, on en parlait, je sais plus si c'est dans un CQFR ou un podcast, mais l'identité de cette équipe, c'est les Jazz en fait. C'est pas Jason Tatum ou Jalen Brown. Pour moi, c'est les deux ensemble. Et ils ont réussi à prouver. Alors moi j'ai jamais été partisan de dire qu'il fallait les séparer parce que je voyais pas quelle contrepartie idéale tu pouvais récupérer en échange de l'un ou des deux, et de l'un ou l'autre, et qui aurait tout de suite permis à Boston d'être plus ambitieux. Par contre, c'est vrai que on revient à ça, le fait qu'ils aient des skill sets quasi similaires fait que c'est pas forcément le plus facile en fait de tirer profit. Tu peux pas vraiment les faire jouer dans du jeu à deux, etc. C'est pas forcément à ton avantage. Mais là, voilà, Joe Mazzulla et les Celtics ont trouvé la meilleure manière de maximiser leur succès. Si Jason Tatum avait été MVP des finales, ça aurait sans doute pas été un scandale. Moi, j'avoue que je voyais aussi plutôt Jalen Brown. C'est vrai que Jason Tatum a été bon au rebond, à la passe, dans voilà, toute la largeur du spectre de son jeu. Mais j'ai toujours eu l'impression quand même que c'est systématiquement dans cette finale, c'est Brand qui donnait le ton. On en parlait un petit peu avant de commencer le CQFR. Et sa défense sur Luka Doncic dans ce match 5, je pense que c'est la meilleure défense que j'ai vu un joueur faire sur Luka depuis qu'il est en NBA. Je ne sais pas si c'est réplicable sur toute une série, sur toute une saison, mais il a été... en fait, c'est une des rares fois où j'ai eu vraiment le sentiment de voir Luka au bout d'un moment un peu jeter l'éponge, quoi. Un peu... je dis pas ça forcément sous forme de reproche, mais il a épuisé comme rarement je l'avais vu être épuisé. À un moment, il y avait le micro, on entendait. Il y a deux moments qui étaient marquants du côté de Jalen Brown. Où à un moment, il parle à Joe Mazzulla, il dit ouais, si sur la montée de balle, si Doncic laisse la balle à quelqu'un d'autre, je le laisserai pas la récupérer. En mode, je vais mettre en boîte sur lui. S'il veut avoir la balle, il a qu'à la monter. Donc il y avait vraiment cet objectif de l'épuiser dans le jeu. Et tout à la fin, quand le match est plié, t'as Jalen Brown qui dit ouais, si Luka reste sur le terrain, laissez-moi sur le terrain. Alors que le match est plié en fait, en mode, moi, me faites pas sortir pour avoir ma standing ovation tant que Luka est sur le terrain, je vais pas sortir avant lui. Donc voilà, ça c'est des trucs, tu vois qu'il était prêt pour ce défi, et c'est même pas qu'il était prêt, c'est que il en avait fait un objectif personnel, quoi. Moi, j'aime bien le gars, honnêtement, franchement. Et c'est lui qui a répondu présent dans les moments clés, notamment du game 1, même si Tatum n'avait pas été mauvais non plus. Mais sur cette fin de troisième quart-temps, là où les Celtics avaient répondu aux Mavs, Jalen Brown avait pris le contrôle. Il avait été aussi important dans le game 2. C'était normal que ce soit lui le MVP des finales. Moi, je vous rejoins là-dessus. Sa défense, il est plus complet. Il fait d'excellents playoffs, en fait. Il avait déjà été le MVP des finales de conférence. J'ai l'impression que Jalen Brown a passé un cap. C'est-à-dire que c'est le même joueur, mais en un peu plus fort dans tous les domaines par rapport à la saison dernière. Et après, il y a une maturité, comme on a parlé pour les Celtics. Là, tu as commencé à parler de Luka Doncic. On peut peut-être un peu parler des Mavs. Ouais. Savoir qu'est-ce qu'il a manqué finalement à Dallas pour faire mieux. Parce que d'un côté, sur certains matchs, tu as l'impression qu'ils sont tout prêts. Et sur l'ensemble de la finale, ça fait quand même 4-1, assez sec, avec 2 défaites de plus de 15 points, presque 3 même. Non, le game 2, c'était un peu plus serré, mais pendant longtemps, il y avait un écart. Qu'est-ce qu'il a manqué à Dallas, selon vous? Il a manqué pas mal de trucs quand même, mais je reviens au sentiment que Théo avait exprimé sur le fait que pour certains joueurs, l'événement était un peu trop grand, où ils le découvraient, et du coup, c'était... Tu vois, à Boston, là, tous les joueurs, il y a des joueurs qui... Est-ce qu'il y a des joueurs qui découvraient les finales NBA? Il devait y en avoir, bah oui, mathématiquement, forcément, Porzingis découvrait les finales, mais sinon, on avait une équipe qui n'était pas impressionnée par l'événement. Du côté de Dallas, tous les joueurs autour de Kyrie et Luka m'ont semblé un peu... alors, par instant, par exemple, PJ Washington a été plutôt pas mal, d'autres joueurs aussi, mais
tu vois, un Daniel Gafford qui avait beaucoup d'influence dans le jeu avant ces finales. Là, il joue encore que 11 minutes, il a été très très discret. Et donc je trouve qu'il a manqué un peu une forme d'expérience et en même temps aussi un Kyrie un peu plus fort peut-être. Est-ce que ça aurait suffi? Enfin, moi je l'ai trouvé à côté de ses pompes, c'est pas pour être méchant, mais il a été tellement exceptionnel depuis qu'il est au Mavs, et notamment là, sur les playoffs où il a sorti des playoffs où il semblait inarrêtable, et du coup Luka avait un peu moins de responsabilité à porter offensivement, que de le voir faire des matchs à 15 points comme ça, un peu médiocre par rapport à ses standards. C'est Kyrie Irving, quoi. Je pense qu'il a manqué cette deuxième option offensive qui aurait pu les soulager, leur permettre d'être plus près au score sur certains des matchs. Et voilà. Et puis collectivement, voilà, face à un collectif aussi fort, il fallait que tout le monde soit sans doute un peu meilleur. Et là, c'était trop compliqué, je pense. Ouais, pour moi, c'est essentiellement Kyrie Irving, en fait. C'est vraiment essentiel parce que face à une équipe aussi forte que Boston, tu te devais d'avoir deux, su- deux vrais stars, en fait. Et à un moment, c'est toi, Antoine, qui en avait parlé de dire, bon, bah, Lucas ça doit être en preview de la finale. Tu avais dit quelque chose du genre, bah, Lucas sera probablement le meilleur joueur sur le terrain, des deux équipes confondues. La question, c'est de savoir, le problème, c'est si Boston a les joueurs 2, 3 et 4 de la liste. Et je pense que c'est vraiment ça, au bout du compte, que si Kyrie Irving avait été capable de répliquer en finale NBA ce qu'il a fait durant tous ses playoffs, derrière, ça simplifie la tâche pour tous les autres joueurs autour, en fait. Et cette équipe des Mavericks, pour fonctionner à plein régime comme elle l'a fait pendant l'essentiel des playoffs, elle avait besoin d'avoir ces deux stars qui jouent comme des superstars, limite, et parce que je pense que les deux sont pas des superstars, mais ils ont besoin que les deux jouent comme des superstars, pour que le collectif autour puisse jouer en confiance, avoir des ballons dans des bonnes conditions et puisse pouvoir jouer dans leur registre. Là, on s'est retrouvé avec un Kyrie comme ça qui a pas été capable en fait de retrouver ce niveau-là. Tout a été plus compliqué pour les role-players parce qu'en fait, ils se sont retrouvés à devoir faire un peu plus que ce qu'ils avaient dû faire durant les matchs précédents. Et je reviens sur ça parce que je sais que dans les commentaires sur YouTube, une fois, on avait parlé de ça, mais j'avais dit que Dallas avait une superstar en Luka Doncic et une star en Kyrie Irving. Et il y a un de nos auditeurs qui avait pris un peu ombrage de ça en disant que je me trompais sur Kyrie Irving, que lui aussi c'était une superstar. Je suis désolé, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est une star, clairement. C'est une star qui a raté ses finales, ça arrive, mais si les Mavs voulaient pouvoir aller plus loin, ça pouvait pas se passer sans un grand Kyrie Irving. Et voilà, et là, on peut dire que c'est de la faute, entre guillemets, de Kyrie Irving, mais il faut aussi reconnaître que c'est parce que Boston lui a posé des problèmes qu'aucune autre équipe n'a été capable de lui poser jusqu'à ce stade de la compétition. Et même dans le match d'hier, en fait, au-delà de son adresse fluctuante, ce que Irving a perdu dans cette finale, c'est sa capacité à marquer et à être percutant, pertinent dans le flow du match, dans le flow de la manière dont jouaient les Mavs. Durant toute cette finale, j'ai eu l'impression que les moments où il jouait, c'était en marge de ce qui se passait à côté. Il y a même eu des isolations vraiment type années 90 où on lui a libéré tout un côté du terrain pour qu'il joue son 1 contre 1, ou des moments où il garde la balle et tout le monde est statique à regarder. Et ça n'a pas été ça le succès de Dallas pendant ces playoffs. Je pense que c'est là. Alors, c'est juste avant que je te laisse la parole, Antoine. Je pense que Kyrie Irving, et ce qui a manqué le plus à Dallas, c'est pas pour autant que je dis que c'est la faute. Je dis pas qu'il doit être le bouc émissaire de cette défaite de Dallas, parce que je pense qu'effectivement, Boston était une meilleure équipe, mais ce qu'il a manqué à Dallas pour pouvoir espérer faire mieux, c'est un grand Kyrie Irving. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que justement, oui, t'as raison de préciser. C'est important de nuancer. Ça veut pas dire que Kyrie Irving ne soit pas au rendez-vous, ça ne veut pas forcément dire que c'est de sa faute si les Mavericks perdent. Mais moi, je suis d'accord, je partage ça. D'ailleurs, je peux donner les stats de Kyrie Irving sur ses finales. Il termine à 20 points, mais 41% au tir. Donc déjà 20 points, c'est un peu en dessous de ses standards. 41% au tir, c'est en dessous de ses standards. C'est quand même un joueur qui peut être très adroit. Kyrie, c'est quand même il a une force, c'est que c'est un scoreur qui est capable d'être en 50, 40, 90. Et justement, là, il est bien en dessous de ça. 41% au tir, 27% à 3 points, alors qu'il en prend presque 6 par match. Alors oui, il n'a pas raté un lancer, mais il en a shooté très peu au final. 5 passes de moyenne. Kyrie, je partage tout à fait ton analyse sur le fait qu'il était à contre-temps. Non seulement, je pense que les Celtics ont avaient justement les armes parfaites pour gêner Kyrie Irving.
sur le fait, voilà, un Derrick White, un Jrue Holiday, des mecs qui peuvent tourner sur lui, des fois Tatum, des fois Brown. Voilà, on parlait du fait que les Celtics avaient une très bonne défense pour freiner et pour ralentir Doncic, mais c'est encore plus vrai au final pour Kyrie Irving qui, contrairement à Doncic, n'a pas un avantage de taille ou de poids sur la plupart de ses défenseurs en fait. Et là, c'était trop pour lui. Et il y a un autre truc, c'est que je pense qu'au-delà de ce qui se passe sur le terrain, je pense que Boston, c'était dur à gérer pour lui. Le simple fait de jouer Boston, les deux bons matchs de Kyrie Irving, c'est les deux matchs à Dallas. Et je pense que c'est pas un hasard. Je pense vraiment que c'est pas un hasard. Il le dira peut-être pas, mais ça se sentait quelque part. Ça se sentait dans ces déclats qui étaient très nobles, j'ai trouvé. Il y a notamment une déclat hier de 3 minutes avant le Game 5 euh, où il explique que toutes ses erreurs vis-à-vis de Boston, le fait qu'il n'a pas... Tu vois, par exemple, il aurait très bien pu mettre les mauvais côtés de Boston en avant, mais pendant 3 minutes, il fait comprendre qu'en gros, quand il est arrivé à Boston, en précisant que ce n'était pas lui qui avait décidé de venir à Boston, il n'a pas assez pris en compte tout le côté historique de Boston et la pression que ça pouvait apporter. Donc, tu vois, lui-même, il parle de pression. Il montre que déjà, à cette époque, il n'était pas insensible à la pression d'une certaine manière. Je trouve que sa déclaration est très intéressante parce qu'il dit, ouais, les joueurs qui veulent venir à Boston via un trade ou via la free agency, qui se retrouvent à Boston, ne doivent pas faire la même erreur que moi et doivent se renseigner mieux en fait sur ce que ça représente de jouer pour Boston. Et il explique que c'est quand même un cadre particulier. Et tu vois, il l'explique pas en mode ah il y a le racisme à Boston. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens la pression que ça peut représenter de jouer dans une équipe aussi forte qui a gagné autant de titres, dans une ville autant passionnée par le sport. Et moi, je pense que ouais, il y a eu une forme de pression pour Kyrie Irving sur le fait d'affronter Boston, d'aller jouer à Boston. C'est pas par hasard s'il a perdu 13 des 14 derniers matchs qu'il a joué contre les Celtics. Et j'imagine que dans le lot, il y en a plein à Boston. Tout ça a manqué. Et au-delà de ça, je pense que les Mavericks vont devoir se trouver quand même des mecs qui peuvent shooter un peu mieux à 3 points tout en respectant le profil défensif de cette équipe. Parce que j'adore PJ Washington, mais c'est un très bon tireur à 3 points dans le corner. Mais par contre, tu sais que n'importe quelle autre zone à 3 points, il y a un problème. Il ne va pas être très adroit. Derrick Jones Jr., tu peux le laisser ouvert. Je pense que ça peut être le bon pari. Je sais que ça, malheureusement pour le Thunder, ça n'a pas payé pour OKC, mais normalement, Derrick Jones Jr., tu sais qu'il ne va pas te punir suffisamment sur l'ensemble d'une série des 7 matchs si tu as une très bonne équipe comme Boston. Josh Green est peut-être leur joueur le plus complet sur l'aspect 3&D. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait le meilleur match du côté de Dallas sur ce Game 5. Mais voilà, 14 points, je crois. Il met 14 ouais, points, non, il met c'est ça 14 points, il a un très bon passage. Mm. Il retarde l'échéance quelque part. Mm. S'il n'y a pas ce passage de Josh Green, le match, il est peut-être plié dès le deuxième quart-temps. Voilà, donc plus Dante Exum. Alors, je pense que lui, pour le coup, il peut être bon en 3&D. Juste Jason Kidd lui a peut-être pas fait assez confiance. Kleber, le pauvre Kleber, j'ai pas envie de l'accabler parce que sans doute sa blessure à l'épaule le gêne, mais il a pas mis un tir quoi. Donc, Mais c'est clair que sa blessure. Tu ouais. vois, il a pas du tout le même geste. Hein. Là, tous les tirs qui étaient. Il est très, très saccadé. Tu sais, ça monte et après, ça pousse. Tu vois, surtout quand il est pas dans le corner. Tu vois que la distance était trop pour son épaule parce que défensivement, moi je l'ai trouvé bon en fait. Défensivement, des fois, il a tenu les Tatum, Brown en 1 contre 1. Mais effectivement, son adresse à 3 points a fait énormément défaut à Dallas. Je te rejoins complètement. Parce que les Celtics, les Mavericks, je pense qu'il leur a manqué de l'adresse extérieure sur ces finales. Et ils ont voulu. Le pari de mettre des 2 points, c'est bien, mais c'est encore mieux quand tu mets une telle pression sur la défense près du cercle que finalement ça ouvre tout et que derrière tu es capable de mettre des 3 points. Et je pense qu'il leur faut des mecs capables de shooter à 3 points, mais tout en maintenant ce niveau défensif. Ils peuvent pas s'intéresser à un Sam Merrill, je pense, tu vois, Dallas. Au passage, un autre Sam qui est très bon Sam Hauser, impact incroyable sur Boston. Encore une fois sur ce match, vraiment très 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 belle finale de Sam Hauser. Voilà ce que je pense qu'il a manqué au-delà de Kyrie Irving, qui est pour moi évidemment comme vous, je pense le vrai point noir de ces finales du côté de Dallas. Il manque peut-être un peu de shoot à 3 points derrière. Après, je crois aussi que Dallas était cramé. Hein. Ouais. Sur ce match-là, ils étaient cramés tous, quoi. Et après, voilà, c'est l'eau de toutes les équipes qui vont aussi loin en play-off. Mais c'est là aussi où je pense que le parcours de Dallas a payé. Enfin, c'est fort parce que voilà, tu es finaliste NBA, tu as réussi ta saison. Il y a quoi ? Il y a
Enfin, c'est très rare finalement les cas où tu te dis c'est un échec si on n'est pas champion NBA. C'est tellement dur qu'ils ont fait une saison magnifique, mais là tu sentais qu'ils étaient tous sur les. Ils pouvaient plus donner. Il y avait ça aussi, il y avait la fatigue même, on voit. Et franchement, faut quand même saluer cette équipe de Dallas qui a joué jusqu'au bout, quoi. Derrick Jones Jr., je sais pas si vous avez vu l'action là où il y a un joueur qui lui tombe sur la jambe là. Enfin, il se fait au minimum une foulure du genou, il essaie de rester sur le terrain. C'est quand même tous des combattants. Je pense que on parlait du fait que Boston ait trouvé. Enfin, ils doivent être rassurés dans leur manière de jouer, ça doit leur donner confiance. Je pense que Dallas, quand même, en termes d'état d'esprit, en tout cas, même si effectivement sur le roster, je pense qu'il y a des choses à bouger, en termes d'identité d'équipe, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose, quoi. Ça marche quand ils ont un joueur générationnel en Luka Doncic. Il faut des athlètes et des shooters à 3 points autour de lui. Il faut mettre un rythme il faut mettre du rythme, parce qu'encore une fois, on va pas revenir là-dessus, mais chaque fois qu'il marche, c'est à l'avantage de l'adversaire. Ça, c'est des points, je pense, vraiment sur lesquels Dallas doit repartir l'an prochain en disant c'est ça notre identité de jeu. Maintenant, il faut qu'on trouve les quelques pièces autour qui nous permettront d'être encore compétitifs, sachant que la conférence Ouest sera encore une fois un coupe-gorge l'an prochain. Mais voilà, il y a aussi du positif à retirer de ce passage de Dallas, je pense. Ouais, et puis ils peuvent aussi compter maintenant. Enfin, on a vu Derek Lively qui est un rookie. Alors là, il fait pas une très bonne prestation, mais globalement, c'est un mec qui découvre le haut niveau et qui est déjà très bon et qui, à mon avis, peut encore, logique, hein, c'est un rookie, mais qui peut être développé en termes de tout, hein, de défense, de protection, donc de protection du cercle. À la passe, il est plutôt intéressant. Je pense que il fait partie des gros points positifs pour Dallas sur lesquels ils vont pouvoir essayer de tabler, en plus de renforcer l'effectif, parce que on a vu qu'ils étaient limités de ce côté-là, mais ouais, il faut aussi dire qu'il y a des points positifs et que eux aussi, au moins, leur joueur majeur, il est théoriquement pas encore dans son prime, c'est Luka Doncic, donc lui aussi va arriver en tirant les leçons de cette saison-là, que ce soit la saison prochaine ou celle d'après, je sais pas, parce que c'est très difficile de se dire qu'une équipe de l'Ouest va forcément revenir l'année prochaine. On a vu que c'était très très compliqué, mais on sait que cette équipe de Dallas est capable d'arriver jusque-là et est capable d'être au rendez-vous des playoffs. Moi, j'étais plutôt sceptique. Donc là, on a cette preuve-là et ils peuvent construire autour de cette campagne qui est très, très, ouais, très intéressante pour eux quand même. Parce qu'ils ont quand même sorti Clippers, OKC, Wolves sur le chemin de la finale. C'est quand même. Pour le coup, la route était ardue, quoi. Ouais. Ouais, il y a un vrai beau parcours des Mavs. Je reviens un peu sur les Celtics, du coup, juste savoir, évidemment, il est trop tôt pour savoir quelle place on va leur donner dans l'histoire, parce que ça dépendra de ce qui se passe ensuite. Je suis pas aussi convaincu que vous que... Alors, cette équipe est jeune, mais on disait la même chose de Denver l'an dernier. On voit que c'est pas aussi simple. Par exemple, tu vois, je pense que Doncic, Tatum, Brown, ils sont tous déjà dans leur prime. Je pense que les primes débutent de plus en plus tôt parce que les athlètes, et ça va au-delà du basket, on en a déjà parlé une fois, dominent de plus en plus tôt. C'est ça dans le foot. J'ai été surpris, je fais une petite parenthèse, de voir qu'Mbappé, il a déjà 25 ans. Plus si jeune en fait. Tu vois, et quand je vois les Musiala, les Bellingham, pardon, Théo, je te perds 2 secondes, mais tu vois, les mecs en fait sont de plus en plus forts, de plus en plus jeunes. Je pourrais parler du cyclisme. Les mecs à 20, en fait, ça a plus tant. Tu vois, Anthony Edwards, il a 22 ans, donc en fait, 25, je pense, tu es déjà dans ton prime, et c'est pas une garantie que tu deviennes beaucoup plus fort. Par exemple, Tatum et Brown, pour moi, je suis pas persuadé qu'ils seront beaucoup plus forts. J'ai l'impression qu'on a déjà le joueur qui seront. Voilà, chacun. C'est pas ce que j'ai dit, hein, Antoine. Je sais, mais Shai a dit qu'il y avait déjà encore une marge de progression. Je suis pas sûr que Tatum et Brown, il y ait vraiment une marge de progression. Il y a des petites évolutions qui peuvent venir avec l'expérience. Mais par exemple, même, tu vois, si on prend le cas des autres joueurs de Boston, ils sont tous, parce qu'effectivement, la plupart sont en dessous des 30 ans, mais je suis pas convaincu qu'ils aient encore un cap en eux, tu vois. Je pense que là, l'équipe de Boston, telle qu'elle est, c'est l'équipe de Boston. Et ils seront peut-être plus forts, comme tu l'as dit, Théo, parce qu'il y a le truc de maintenant on peut se faire confiance, on peut faire confiance à notre système. Ils seront peut-être plus forts si Porzingis s'est pas blessé, mais je pense que Holiday, Holiday, il était quand même sacrément en jambes sur ses finales, mais le déclin devrait pas trop tarder non plus. On sait que quand tu es champion, des fois il y a aussi du relâchement, parce que ça a demandé, je pense, une énergie nerveuse pour les Celtics de jouer de autant se fondre dans le truc et d'accepter de jouer aussi intensément par moment. Voilà, on sait qu'il peut y avoir du relâchement. Et c'est une équipe qui a été justement un de ces trucs, c'est qu'elle a une forte propension à se relâcher. Donc moi, je ne suis pas convaincu que les Celtics
Je vois que là, ils sont déjà favoris. De toute façon, c'est la même chose chaque année. Dès que une équipe est championne, on nous dit tout de suite: «Ah, ils sont qui va les battre? Qui va les battre?» Je pense que Boston, par contre, effectivement, a les armes pour faire plusieurs finales et pour regagner un titre dans le lot. Et donc, on verra effectivement s'ils a mais j'ai pas en tête de me dire: «Ah, c'est une dynastie», tu vois? Il y a une dynastie naissante, Tatum Brown, 26-27 ans, ils sont partis pour regagner. Ils me font penser à l'équipe des Celtics avec Ray Allen, Kevin Garnett et Paul Pierce au final, tu vois? Une équipe qui a fait 2 finales en 3 ans, qui a gagné un titre. Je me dis que c'est un parcours qui peut les attendre, tu vois, les Celtics. Il y a moyen peut-être de faire encore 2-3 finales, d'en gagner une peut-être, d'en reperdre une. Mais Ils bref, ont déjà tout fait ça 2 finales en 3 ans, c'est ouais, parfait. Ils sont sur les. ils ont déjà fait quelques parts de finale, effectivement. Mais si on s'arrête un peu sur cette équipe, est-ce que vous avez une idée un peu de la place qu'on peut lui donner dans l'histoire parmi les meilleures équipes? C'est intéressant. J'ai pas lu l'article de Zach Lowe malheureusement, mais il a fait un alors je vous dis juste le titre. Il a dit évidemment, j'ai ouvert l'article et le titre est différent, mais en gros, c'était cette équipe est l'une des meilleures de. Et je vais essayer de le retrouver quand même, pardon, je veux la formulation exacte. Cette équipe est une des meilleures de l'histoire. C'est comme ça qu'il titre. Et elle a beaucoup de chances de faire plus, de devenir plus que ça. Est-ce que vous, ça vous semble un peu trop d'aller jusque-là pour Boston? C'est un poil trop tôt, je pense. Après, moi, dans ma définition des meilleures équipes de l'histoire, il faut que ça se répète sur plusieurs saisons. Alors là, ils ont été très réguliers sur plusieurs saisons, mais là, je suis obligé de ressortir l'argument du parcours et des adversaires diminués et tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même un obstacle majeur franchi pour que je les mette dans cette catégorie-là. Par contre, dans l'optique où ils seront capables de répéter, de revenir en finale et tout ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un collectif aussi fort et impressionnant sans superstar. Donc, sur le côté équipe à proprement parler et collectif, ça se tient. Je pense que ça se tient. Il faut quand même qu'ils en montrent plus pour que je commence à envisager de les classer dans un top 10, top 15. Enfin, voilà, c'est que mon avis. Hein, mais peut-être que s'ils avaient eu une finale épique de conférence contre des Bucks à 100% ou des Sixers, je sais pas. Moi, tout dépend aussi du parcours et des équipes que tu bats et de la manière dont tu les bats. C'est injuste pour eux parce qu'ils n'ont rien demandé. Ils ont été presque au complet quasiment tout le temps. Et on a vu qu'au complet, ils étaient quasi injouables. Mais par la force des choses, ils ont eu ce parcours plus simple. Donc j'attends de les voir sur une saison. Comme disait Tatum, tout le monde va nous demander de remettre ça et d'être aussi fort contre un pool d'équipes moins diminué. Moi, c'est pour ça que pour l'instant, je ne les mets pas. Par contre, voilà, collectivement, de mémoire récente, ça peut me faire penser à quelque chose comme les Spurs à une époque parce que c'est très altruiste, c'est très fort défensivement. Voilà. Maintenant, charge à eux de répéter ça pour que personnellement, en tout cas, je les mette dans un classement comme ça. Ouais, c'est dur de. Il faudrait que je lise en détail le papier de Zach Lowe pour voir sur quoi il étaye ça, mais c'est dur de se prononcer. Effectivement, je pense que de toute façon, tu parlais de. On peut pas dire que ça va être une dynastie, je pense que c'est impossible. Même, tu peux pas prédire qui va retourner en finale. Alors, au début de saison, bien sûr, tout le monde fait ses petites prédictions, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune garantie. Vraiment, c'est trop dur, en fait, de se dire que tu vas faire tant de finales ou que tu vas gagner tant de titres. Déjà, avoir fait une finale, c'est déjà un exploit en soi. Avoir gagné un titre, c'est un exploit. C'est pas pour rien qu'il y a si peu de franchises au bout du compte qui ont réussi à aller gagner un titre NBA. Juste simplement sur cette équipe, je pense que je sais pas si effectivement je suis d'accord sur ce que tu dis, Antoine. Je pense que les joueurs sont globalement dans leur prime. S'il y a de l'amélioration, elle sera à la marge, mais que la marge peut faire une différence qu'on est à ce niveau-là. C'est plus sur la manière de jouer, en fait, sur l'assurance, savoir comment jouer. C'est là où je pense que maintenant ils ont quand même repris un wagon d'avance sur la concurrence parce que voilà, ils savent quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Ils ont un effectif qui est parti pour rester ensemble au moins quelques années, au moins les 2 prochaines saisons. À voir pour Ford, je sais pas, hein, à J'allais voir quel dire, sera ça. Parce que finalement, il a vraiment été déterminant au bout du compte il est dans cette important. finale, quoi. Extrêmement important à Il, voir. ouais, il est important du coup, ça me fait penser à une stat que j'avais notée que j'avais noté de côté, c'est que c'était le joueur en activité qui avait le plus de matchs de playoffs sans gagner de titre. Et all-time, il était deuxième derrière Karl Malone. Donc moi, Ouais. voilà, ça fait plaisir pour Ford parce que c'est un mec qui est unanimement apprécié et qui, à 38 ans, continue d'être hyper important. Enfin, là, on l'a vu encore sur ses playoffs. Quand Porzingis n'était pas là, il a été ultra précieux aussi. Enfin, c'est un joueur, je sais pas ce qu'il compte faire. Parfois, tu as des mecs qui arrêtent direct, qui prennent leur retraite quand ils ont atteint leur objectif. En termes de leadership, de présence, et même du coup, sur le plan sportif, c'est un joueur hyper important qui sera pas facile de remplacer s'il décide d'arrêter là, par exemple.
Ouais, de toute façon, je pense qu'il faudra anticiper. Pardon, je te laisse la Mm. parole, Antoine. Après, dans tous les cas, tu peux pas simplement repartir en disant bon bah de toute façon, on a alors Ford. Il te faut quand même parce que là aussi, il a un âge où tu peux pas miser sur le fait qu'il sera aussi en aussi bonne santé que cette Mm. saison, ou que c'est voilà, forcément, il est quand même sur la fin. Donc je pense qu'il faut que Boston se renforce de ce côté-là. Mais c'est une belle équipe, honnêtement. C'est une belle équipe. Ils ont eu un parcours qui a pas été simple en fait. Ils ont été forts tellement jeunes, tellement tôt que derrière les attentes ont été monstrueuses pendant toutes ces années-là. Pour l'année prochaine, tu parlais un peu de relâchement potentiel, Antoine. Je pense que l'avantage, quelque part, c'est que maintenant, ils savent qu'ils vont avoir une cible dans le dos. Et que ça peut être vraiment la motivation. Parce qu'effectivement, ce qui est dur quand tu arrives à ce stade-là, c'est de te dire, il faut refaire la saison régulière. Tu as envie de repartir en playoff. Tu vois, si tu les remets directement en playoff l'an prochain, si tu me disais, bon, les playoffs commencent au début de la saison régulière, qui tu vois sortir de l'Est, moi, je te dirais Boston tout de suite. Mais par contre, il faut se remotiver pour jouer 82 matchs avec les blessures, les performances, les contre-performances, les espèces de mini-polémiques créées de part et d'autre. Ça, c'est dur. Mais je trouve que finalement, quand tu as le sentiment d'avoir une cible dans le dos, ça peut te donner une motivation supplémentaire qui fait que la saison régulière elle peut redevenir un petit peu excitante et que tu n'attends pas simplement d'être arrivé au playoff pour jouer. Donc je pense que là-dessus, je ne m'attends pas forcément à une grosse décontraction du côté de Boston. Je me dis, du moins, s'ils jouent sur cette corde-là, ça peut être quelque chose qui les tient vraiment motivés toute la saison. Yes, après, moi, je pinaille un peu, hein. Je pense aussi Non, mais qu'ils t'as raison. ont effectivement de l'avance notamment sur la conférence Est. euh, Parce que quoi qu'il arrive, en fait, leurs principaux concurrents, que ce soit Milwaukee ou Philly, je ne mettrai pas New York dans le lot, je mettrai un rang en dessous. Milwaukee ou Philly, il y a d'abord toute une recette à trouver, en fait. Et comme tu l'as dit, c'est la différence pour Boston. Donc la recette à trouver, il faut que tu espères que la recette, c'est-à-dire que derrière, ça prend très vite pour pouvoir être le plus performant possible en playoff. Et du coup, sur ça, Boston aura une longueur d'avance. Je pense que j'ai dit, ils sont dans leur prime, il y aura peu d'évolution. Tatum a peut-être encore une marge, pour le coup. Tatum a peut-être encore une marge, mais ça dépendra presque en fait de son mental plus que de ses capacités, de quel état d'esprit il va continuer à avoir sur le reste de sa carrière. Voilà pour les Celtics. Après, pour Lowe, j'ai pas lu son article, mais j'imagine que l'idée derrière c'est une des équipes les meilleures équipes de tous les temps. J'imagine que ça s'appuie surtout en fait sur le titre, il est catchy, c'est pas par hasard. Il faut aussi générer du clic. Et je pense que ça s'appuie sur le fait que les Celtics, en termes de stats, ont dominé cette saison entière comme rarement des équipes ont dominé. Pour moi, perso, ils n'avaient pas d'autre choix que de gagner cette saison. C'était leur saison, c'était leur fenêtre. Ça ne veut pas dire qu'ils regagneront pas, mais c'était le moment où il fallait gagner parce que tu as dominé comme personne. Et quand tu domines, tu vois, c'est comme quand on dit, je prends le même truc, si tu gagnes 72 matchs de saison régulière, tu n'as pas d'autre choix que de gagner derrière. Tu vois, tu as dominé comme jamais. Bah non, tu n'étais pas là pour perdre la finale. Comment ça, tu vas te sortir avec l'excuse de ouais, mais on a été jusqu'en finale. Bah mec, tu as gagné 72 matchs, à quoi ça servait? Les Celtics 73 sont. même. Ouais, voilà. Oui, après pour les Warriors, évidemment, je pensais aux Bulls, mais tu vois, c'est les Bulls qui avaient lancé Hmm. Ah oui, ça veut pardon. rien Oui. dire si t'as pas la bague. Et eux, effectivement, étaient allés au bout. Et les Warriors, pour le coup, n'étaient pas allés au bout. Euh, les Celtics, ils n'ont pas gagné 72 matchs, certes, mais dans les stats avancées, notamment c'était pas juste le net rating, c'était la différence entre leur net rating et le deuxième meilleur différentiel de la ligue. C'était en fait c'est du territoire inconnu, quoi. Tu vois, c'était sur des équipes qui ont jamais été aussi hautes par rapport à leur premier poursuivant. Et sur ça, il se fallait de gagner. Et je pense que c'est sur ça qu'ils se basent. Alors, je n'ai pas lu l'article, hein, mais j'imagine que c'est ça, pour appeler les Celtics l'une des meilleures équipes de tous les temps. C'est-à-dire que sur une saison donnée, on a rarement vu une équipe dominée comme ça, en fait. Ouais, non, mais ça doit être ça, effectivement. Et c'est vrai, de toute façon, ils ont été excellents tout du long. C'est c'est pour ça que c'est bien aussi qu'ils aient gagné pour eux, parce qu'en fait, ça permet de plus d'effacer un petit peu les doutes qui ont été portés sur eux, même durant ces playoffs. En fait, c'est vrai, quand on les voyait accrochés sur des matchs, alors qu'au bout du compte, ils n'ont même pas perdu contre les Pacers, tu te dis, mais est-ce qu'elle est vraiment si forte que ça, cette équipe? Comment ça se fait que tu te retrouves à peut-être devoir passer par un craquage de concentration incroyable des Pacers pour tu passes à ça de perdre le premier match? Au bout du compte, mais avec le recul, maintenant, on se rend bien compte que s'ils avaient perdu ce premier match face aux Pacers, je pense que derrière, ils auraient roulé malgré tout sur Indiana qui aurait trop manqué de ressources. Mais
Mais ouais, c'est clairement, en tout cas, la saison réalisée par Boston est historique. Ça permet aussi aux Celtics d'accrocher leur 18e bannière, ce qui est historique aussi. Je sais plus, c'était dans un CQFR, je me mélange maintenant, où on nous posait la question de savoir si Tatum et Brown s'ils pourraient avoir leur maillot retiré un jour à Boston. On avait dit, bah, si t'as pas gagné de titre, c'est pas possible en fait. Dans cette franchise, c'est pas possible. Maintenant, il y a encore le chemin est encore long pour eux deux, mais voilà, ils ont raccroché comment ils sont à nouveau sur les rails de ce qu'on imaginait pour eux en fait au moment de la saison rookie incroyable de Jason Tatum pour devenir des historiques du club et puis même des figures marquantes de l'histoire de la ligue. Avec un titre et la longévité, ils sont quand même bien partis là pour le coup des retraits de maillot et tout, même si c'est la franchise dans laquelle il est quand même compliqué de marquer les esprits et d'avoir son maillot retiré. Ils sont bien partis. Les deux sont ensemble depuis assez longtemps, je pense. Et puis là, avec ces finales-là et la suite qui s'annonce quand même plus sympathique, je pense ils sont effectivement bien partis. Ouais, c'est juste un truc pour l'avenir, c'est qu'on parlait de l'avenir de la conférence Est. En fait, dans la conférence Est, t'as pas une jeune équipe pleine de talent en fait qui est en train de monter finalement dans la conférence Est. C'est-à-dire qu'on parle de Milwaukee, mais c'est pas une jeune équipe. On parle de Philadelphie, bah, c'est une équipe à construire qui sera pas une jeune équipe. T'as pas une espèce de un OKC ou alors si, mais tu descends, c'est Orlando peut-être. Tu vois, l'équipe jeune et talentueuse de la conférence Est, c'est Orlando, mais on voit bien qu'elle est pas prête à franchir ce cap encore, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est une force pour Boston, ça, d'être à l'Est. De toute façon, le chemin jusqu'au final est un peu plus ouvert. On le sait chaque année. Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, les gars. On a quand même fait très long. On va pouvoir prendre du repos bien mérité, mais il y aura toujours des CQFR parce qu'il y a la draft, parce qu'il y a la free agency qui nous attend. Après, ensuite, on aura plus tard les Jeux Olympiques. Je vois que si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir que derrière Théo, il y a un petit MOOC défense juste à côté de sa tête. On a beaucoup parlé de défense, la défense des Celtics. Bah, écoutez, moi, je vous invite à aller commander. D'ailleurs, les premiers envois sont partis. Commander le MOOC défense, 304 pages, Théo 304 pages. Donc, c'est une réédition de notre MOOC numéro 2, mais c'est une réédition pimpée, là. C'est du 3.0. On lui a fait du tuning à ce MOOC défense. Superbe couverture, d'ailleurs, sur Ben Wallace. Donc voilà, je vous invite à checker ça. Ça peut être une très bonne lecture au bord de la plage ou dans les campings cet été. Voilà, j'essaye de... C'était l'instant promotion. On se retrouvera évidemment demain pour un nouveau CQFR. On se retrouvera ce soir pour une late session. On pourra parler des Celtics, on pourra parler du titre, on pourra revenir sur tout ça avec nos chers Lakers. Et ben écoutez, sur ce, bonne journée à tous et on se retrouve demain du coup. Ciao, ciao. À demain. Ciao. Ciao.